une enquête sur le génocide de 1994 au Rwanda. Elle a publié un livre, maintenant traduit en français. On l'attendait, ça a pris 2 ans. Ça s'appelle L'éloge du sang, dans lequel elle défend une thèse qui remet en cause la version officielle. Elle parle même de détournement de l'histoire, mais son enquête journalistique s'est révélée périlleuse et Judy River vit depuis quelques années sous des menaces de sécurité. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour, Madame River. Bonjour. Alors, je ne veux pas faire de cette entrevue quelque chose qui tourne autour de votre vie, mais il reste que pour écrire votre enquête, votre vie a été mise en danger et ça, ce n'est pas banal. C'est pas du tout banal. J'ai eu pas mal de problèmes depuis des années. Oui, c'est vrai. Au point d'être protégé en Belgique, au Canada, par les services de sécurité parce qu'on estimait que votre vie était menacée. Qui voulait vous tuer? Bon, les menaces venaient de l'État rwandais, du régime de Kagame. C'était au cours de l'année 2013, vers la fin de 2013, que les événements ont pris une autre tournure. J'ai été victime de harcèlement et de menaces contre ma famille ici à Montréal, notamment un appel anonyme à la maison qui indiquait que ma plus jeune fille pourrait être ciblée violemment. Ça nous a écœurés et ça nous a forcé de prendre des mesures de sécurité à la maison, à l'école, etc. Nous avons vécu dans un état de hypervigilance. Et puis, j'ai été suivie par le Service canadien du renseignement de sécurité à l'époque. J'avais un dossier à la gendarmerie royale, la Sûreté du Québec, la police de Montréal. Et puis bon, c'était assez grave. Et ensuite, vous avez évoqué la Belgique. C'était en 2014, pendant que je faisais des interviews avec des ex-membres du régime de Kagame qui ont fui, que les services de sécurité belges m'ont rencontré à l'hôtel pour me dire que ils avaient des informations crédibles que l'ambassade rwandaise en Belgique constituait une menace contre ma vie. Alors, ils étaient prêts à me fournir une protection continue. Pendant mon séjour, c'était des voitures blindées, des gardes-corps armés. Et puis, bon, c'était le régime qui voulait m'empêcher de publier mon livre et ma recherche. C'était ça. Alors maintenant qu'on a compris l'enjeu et l'enjeu pour votre vie, qu'avez-vous mis au jour que personne ne veut entendre? Peut-être pour faire simple, parce qu'on peut se perdre dans cette histoire, rappelons quand même que il y a l'assassinat du président Hutu le 6 avril 1994, Juvénal Habyarimana, qui déclenche un génocide perpétré à l'endroit de la minorité Tutsi, qui sont à l'époque perçus comme responsables de ce qui pourrait ressembler à un coup d'État, à tout le moins de l'assassinat du président Hutu. Alors, officiellement, on est, quand on parle du génocide, d'un génocide qui a été perpétré à l'endroit des Tutsis par les Hutus. Or, vous dites l'histoire est plus compliquée. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, bon, premièrement, ma thèse, en fait, le livre démontre Paul Kagame et ses forces Tutsis n'ont pas stoppé le génocide. En fait, le FPR, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, je montre qu'il a déclenché le génocide contre les Tutsis en assassinant le président Hutu Juvénal Habyarimana. Et je montre comment les preuves les plus solides et probantes montrent que les commandos de Kagame ont été responsables pour avoir abattu l'avion. Ça, c'est la première chose. Je dis aussi dans le livre que les commandos de Kagame ont alimenté ou nourri le génocide contre les Tutsis parce que ces commandos contre de Kagame... Contre leur propre ethnie. Exact, parce qu'ils ont infiltré les milices Hutus et ont participé directement dans les massacres des Tutsis, dans les barrières, auprès des barrières, mais partout au Rwanda. Et ça, c'est quelque chose que le régime et les partisans du FPR et les partisans du récit officiel ne veulent pas entendre. Mais c'est un fait avéré
que j'ai trouvé au début dans les documents confidentiels du tribunal pénal international pour le Rwanda. Ensuite, je dis dans mon livre que en parallèle du génocide des Tutsis, parce qu'il y avait évidemment, bien sûr, un génocide contre les Tutsis perpétré par les acteurs Hutus de l'État et notamment, principalement par les milices Hutus. Mais en parallèle de ça, il y avait le FPR a systématiquement exterminé les paysans Hutus et les leaders de la communauté Hutu. Alors, le FPR a réussi à occulter leurs opérations. Et ensuite, bon, finalement, je dis dans le livre que les États-Unis, les personnes haut placées au sein de l'ONU ont protégé Kagame et on a assuré qu'il bénéficie d'une immunité juridique. Et lui n'a jamais été poursuivi malgré des preuves solides contre lui, ses commandants et son armée. Alors, on va déplier ça tranquillement parce que c'est beaucoup d'informations. La première, vous dites qu'au début du massacre perpétré à l'endroit des Tutsis, M. Kagame, qui est aujourd'hui le président, lui-même Tutsi, a participé aux opérations pour peut-être justifier la suite des choses. Donc, il a littéralement ajouté au sordide. C'est ce que vous dites. Il est responsable d'avoir participé avec certains de ses commandos, d'avoir infiltré les milices Hutus. C'est bien ce que vous dites. C'est bien ce que je dis. Et puis, ces commandos, on appelle les commandos aussi des techniciens, ont été rapidement, ils étaient déployés et prêts dans les préfectures du Rwanda, partout, au mois de janvier 1994. Ils étaient prêts pour les opérations à venir. En place. Et en place. Alors, c'était bien orchestré. Et d'ailleurs, durant la guerre avant le génocide, parce que le FPR avait déclenché une guerre d'invasion à partir d'octobre 90, alors c'était le contexte du génocide, ils avaient, ces commandos avait orchestré des attaques partout au Rwanda, surtout dans le nord, mais aussi dans la zone démilitarisée au moment où l'ONU et la force de paix sous Roméo Dallaire étaient sur place. On ne savait pas qui était responsable pour ces attaques dans les zones démilitarisées, mais il s'avère que le FPR a été responsable et a créé le chaos et déclenché la violence avant le génocide officiel a commencé. Et on le rappelle, ce groupe de guérilla à l'époque est aujourd'hui, à la tête duquel se trouvait M. Kagame, est aujourd'hui au pouvoir puisque M. Kagame est le président du pays. Je dis, on va déplier lentement. Deuxième chose que vous dites, c'est donc Kagame, l'actuel président, selon vous, qui est responsable de l'attentat qui met le feu aux poudres en avril 1994. La France et le juge Bruguière avaient enquêté dans cette direction et semblaient montrer cette piste. Or, elle n'a jamais intéressé les enquêteurs du tribunal pénal pour le Rwanda. Non, c'est bien ça. En fait, c'était sous Louise Arbour, à l'époque, le procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a jugé, elle avait déjà des indices de preuve que Kagame était responsable pour l'attentat, mais elle a dit à l'époque, elle n'avait pas de mandat pour enquêter. Et c'est faux parce que il y avait le tribunal avait le mandat d'enquêter sur un acte terroriste. Mais en fait, elle voulait pas. Alors, quelqu'un, les États-Unis ou autres, peut-être voulaient pas que le tribunal le poursuive. Mais en fait... Est-ce que je peux vous arrêter là-dessus, Judy? Parce que ça me semble important, sinon grave. Vous dites que l'ancienne patronne du tribunal international, une ancienne juge à la Cour suprême du Canada, aurait peut-être délibérément, est-ce que c'est ce que je dois comprendre, choisi de ne pas poursuivre l'enquête alors qu'il y avait de bonnes raisons de le faire? Exactement, j'explique ça dans mon livre. Mais elle a dit, les années, beaucoup après, elle a dit récemment au Globe and Mail que ce n'était pas possible à l'époque, on parle de 1997,
à l'époque où elle a choisi de ne pas enquêter sur cet acte terroriste parce que c'était trop difficile d'enquêter sur les crimes de Kagame à l'époque. Elle voulait enquêter sur la scène du crime au Rwanda et lui contrôler les enquêtes, il contrôlait les témoins. Alors c'était trop dangereux. Elle a expliqué, mais pour moi c'est pas une raison qui conforme à la loi parce que après elle est partie, il y a un autre procureur qui l'a remplacée, Carla Del Ponte. Elle a envoyé ses enquêteurs en Ouganda et autour pour interroger, pour interviewer les témoins qui ont fui et elle a ramassé, elle a recueilli des témoignages clés dans cette affaire, non seulement de l'attentat, mais sur les crimes qu'aurait commis le FPR contre les civils. Alors, c'était évidemment possible de le faire, sauf que sous Del Ponte, elle a été empêchée d'inculper Kagame. Et c'est les États-Unis qui l'ont empressé. On a investi, avec la communauté internationale, je pense, des centaines de millions de dollars, sinon des milliards pour ce procès pénal pour le Rwanda. Vous dites, il y a 4 mots-clés à retenir: ignorance, incompétence, improvisation et incohérence. Est-ce qu'il y a, parce qu'à la clé, il n'y a que des inculpés, des gens qui seront reconnus coupables du côté Hutu. Aucune personnalité Tutsi ne sera jamais reconnue coupable. Est-ce qu'il y a eu un détournement de justice pour vous? Ah oui, absolument. Il y a un déni de justice et puis ce qui fait ce que j'appelle un feedback loop, un boucle de rétroaction. La communauté internationale a décidé de ne pas poursuivre Kagame pour ses crimes avant, durant et après le génocide, ce qui a permis à Kagame d'envahir le Congo et de mener une guerre sans fin là-bas. Et le résultat aujourd'hui au Rwanda, c'est un régime totalitaire. Alors la communauté internationale est complice de cette tragédie dans l'Afrique des Grands Lacs, c'est sûr. Et puis, comme vous dites, il y a plus que 60 personnes qui ont été condamnées pour le génocide, tous des Hutus liés à l'ancien régime. Aucun commandant, aucune personne liée à Kagame a été poursuivie et inculpée. Mais si on lit bien attentivement votre livre, en fait, vous dites que c'est Kagame qui tirait en coulisses les ficelles, il y a là quelque chose qui rime avec missile, les ficelles de ce procès. Oui, bon, déjà des gens qui ont travaillé, les dénonciateurs et des avocats qui ont travaillé au tribunal m'ont expliqué qu'il avait infiltré le tribunal. Et puis j'ai interviewé un avocat qui est devenu un juge Douglas Marks-Moore, un juge en Angleterre, et puis il m'a dit que Kagame avait infiltrer le tribunal. Alors, savait déjà ce que l'unité des enquêtes spéciales, c'était une unité clandestine qui enquêtait sur les crimes du FPR. Alors, il y avait une espèce de, c'est un climat austère, et puis toute personne, en fait, les témoins qui ont rompu avec le régime ou qui voulaient témoigner sur des crimes, Kagame, les réseaux criminels ont intimidé, corrompu, arrêté, kidnappé, assassiné tous ces gens-là qui voulaient témoigner. Alors, c'était ce climat-là qui empêchait vraiment que la justice soit faite et que la réalité, la vérité soit connue. Et je précise pour ceux qui nous écoutent que vous publiez dans votre livre plusieurs documents clés, des documents entre autres qui viennent de sources à vous et qu'avait le tribunal pénal. Oui, c'est ça, parce que sous Carla Del Ponte, la successeur de Louise Arbour, son équipe d'enquêteurs
qui étaient très des gens avec beaucoup d'expérience dans l'analyse des crimes et des enquêtes de police. Ils ont ramassé des témoignages, des preuves importantes, au moins des preuves prima facie qui étaient au niveau des inculpations. Alors, ce sont des enquêteurs qui ont ramassé des déclarations des témoins clés. Et ces déclarations, ça fait partie des dizaines de documents confidentiels que les dénonciateurs au tribunal m'ont fuité. Alors, c'est ça. Et puis, un rapport synthèse. Et puis, ça met en lumière, ça montre, ça expose vraiment les tactiques, la mécanique des crimes du FPR durant le génocide. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, d'abord, on ait fait de très sérieuse pression en France pour que votre livre ne soit jamais publié en français, que des organismes apparemment au-dessus de tout soupçon, comme SOS Racisme, vous dénoncent et vous accusent de négationnisme, alors que vous avez quand même quelques preuves de ce que vous avancez, sinon beaucoup? En fait, le climat en France, surtout en France, est très problématique. Puis, il y a une presse et un réseau de chercheurs très idéologiques, très sectaires, et puis qui ont bâti leur carrière sur le récit officiel. Le mensonge, c'est ce que vous dites. Oui, sur le mensonge. Et ils ne veulent pas que... c'est leur stratégie, comme c'est la stratégie du FPR, c'est de toujours m'accuser d'être négationniste. Et je ne peux pas être négationniste quand je dis qu'il y avait 2 génocides. Un contre les Tutsis et un contre les... si je dis qu'il y a 2 génocides, comment est-ce que je peux être négationniste? Ça n'a pas de bon sens. Et puis, c'est toujours la stratégie de détourner l'attention des crimes du FPR et de décrédibiliser mon travail. Les porteurs de me réduire au silence. Et moi, je vois ça comme, ça s'inscrit, tous ces efforts s'inscrivent dans un contexte de cancel culture. C'est une vague de censure des idées qui dérange. D'annulation. Exactement, je vois une mentalité de la foule dans ça et j'ai l'impression qu'il y a des moments une sorte d'inquisition qui s'impose, dans laquelle on m'accuse d'avoir commis des crimes. On voulait empêcher la sortie de mon livre qui est publié par les éditions Max Milo. On a publié une pétition dans le journal Libération. C'est un journal fondé par Jean-Paul Sartre, je crois, et qui disait que je suis négationniste, je devrais pas avoir une plateforme. Et j'étais écartée par la presse mainstream lors de mes 2 visites en France. Et puis, j'ai été désinvitée au Festival des correspondants de guerre à Bayeux, après les partisans du FPR et des journalistes se sont plaints. Judy River, je vous remercie d'avoir accepté de nous parler. Je vous remercie du travail de journaliste que vous avez fait. Je vous félicite pour le courage absolument exemplaire que vous avez eu. Vous disiez tout à l'heure être surprise de cette pétition publiée dans Libération, journal fondé par Jean-Paul Sartre. Il faut quand même se rappeler que M. Sartre a longtemps pensé qu'il ne se passait rien d'anormal